Vendredi 1er août 2026, j'ai eu la bonne idée de poster sur internet un extrait de stream dans lequel je réagissais aux absurdités dites par un certain Patrice Pouillard sur l'émission Legend de Guillaume Play. Ce petit extrait m'a valu bien des insultes et bien des commentaires désobligeants, mais il m'a également valu beaucoup de messages positifs qui me remercient d'exposer les bêtises d'un homme connu pour raconter n'importe quoi. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour mettre une bonne fois pour toutes tout le monde d'accord sur ce qui est vrai et sur ce qui est totalement faux. Si vous ne savez pas qui est Patrice Pouillard, il est le réalisateur de documentaires pseudo-scientifiques et notamment d'un documentaire qui s'appelle Révélation des pyramides, qui a beaucoup fait parler de lui il y a quelques années, notamment de par le fait qu'il raconte absolument n'importe quoi sur les grandes pyramides de Gizeh. Il y a énormément de choses à dire et à critiquer au sein de ce documentaire. Donc pour ne pas me perdre et ne pas vous perdre, je vais faire ça de manière chronologique. Le documentaire commence par une énumération de 8 prouesses accomplies par les bâtisseurs de la pyramide de Gizeh. Nous allons tout d'abord commencer par passer en revue les 8 principales prouesses accomplies par les bâtisseurs pour la construction de la Grande Pyramide. Constat qui fut le point de départ de ce film. Déjà, on nous parle d'une seule pyramide, alors que sur le plateau de Gizeh, il y en a 9. Si on compte que les grandes pyramides, il en reste toujours 3. La première, qui est aussi la plus grande, est celle de Khéops. Ensuite, on trouve celle de Képhren et enfin celle de Mykérinos. Vous allez me dire, oui, mais celle que l'on appelle la grande pyramide, c'est celle de Khéops. Et oui, vous avez tout à fait raison. Cependant, les informations données par le documentaire mélangent très souvent les données de la pyramide de Khéops et celles de Képhren. Bref, quelles sont ces fameuses 8 prouesses? Première prouesse. Avant de construire la grande pyramide, les bâtisseurs ont d'abord totalement rasé une colline et laissé un pivot géant au centre. Autour de ce pivot, ils ont sculpté la roche pour y encastrer ces blocs de dallage aux formes étranges, pesant chacun en moyenne le poids d'une grosse berline sur une surface de presque 60 000 m². Honnêtement, ce point est le plus véridique de tous, mais aussi le moins sensationnel. Oui, il y avait une élévation naturelle du plateau qui est faite de calcaire et les bâtisseurs égyptiens l'ont nivelé, mais ils n'ont absolument pas rasé une montagne. Ils ont simplement mis à niveau le plateau de Gizeh et ont utilisé les pierres obtenues dans ces travaux pour construire une petite partie de la pyramide. Deuxième prouesse. Les bâtisseurs ont transporté sur 900 km près de 130 dalles de granit de 12 à 70 tonnes chacune et les ont hissées jusqu'à 70 mètres au-dessus du sol, chose qui serait encore difficilement réalisable actuellement. Pour ce deuxième point, oui, c'est vrai aussi. Sauf que ce que le documentaire ne dit pas, c'est que ce petit tracé sur la carte, c'est le Nil. Et oui, les Égyptiens étaient particulièrement avancés en termes de navigation. Et ainsi, le transport de ces énormes pierres s'est fait relativement facilement. Bien sûr, ne pas le dire sous-entendrait que les Égyptiens auraient tiré sur 900 km des tonnes de granit à la force de leurs petites mains. Sauf que bien sûr, ça n'est pas le cas. Ce qui est aussi très vite mis sous le tapis, c'est qu'il n'y a que 130 blocs qui ont été transportés de cette manière sur les plus de 2 millions. Troisième prouesse. La grande pyramide ne comporte que 3 chambres, ridiculement petites en regard des dimensions de l'édifice. La chambre basse, la chambre médiane et la chambre haute. Les bâtisseurs ont réalisé un tunnel large d'1 mètre et long d'une centaine de mètres qui traverse la maçonnerie pour s'enfoncer avec une stupéfiante précision dans la roche et au bout duquel ils ont réalisé la chambre basse. Sincèrement là, d'accord, je ne vois absolument rien de choquant ni rien de sensationnel. Quatrième prouesse. Ils ont empilé plus de 2 millions de blocs de pierre de formes et de tailles différentes, ce qui est beaucoup plus difficile qu'avec des blocs identiques. Chaque bloc pèse le poids d'une grosse berline et le tout a été assemblé avec une précision moderne de construction. La chambre haute est parfaitement horizontale et verticale et sa précision de réalisation est supérieure à celle des constructions modernes. Un décalage d'1 centimètre dans ces dimensions ne se verrait même pas à l'œil, mais la précision est de l'ordre du dixième de millimètre. Alors oui, c'est vrai que certaines parties de la pyramide de Khéops, comme cette partie qui est présentée dans le documentaire de la Chambre royale, sont magnifiquement construites, mais c'est loin d'être la majorité de la pyramide. Au sein de cette même Chambre royale, il y a des zones qui ont un dénivelé du sol de près de 2 cm, des parties qui s'effondrent du revêtement disparu, etc. Cinquième prouesse. Ils ont orienté la grande pyramide si précisément qu'elle n'est décalée du nord que de seulement 5 centièmes de degré. Cette précision n'a été atteinte que depuis peu. 4500 ans plus tard, au XVIIe siècle, on était 5 fois moins précis. Alors bien sûr, c'est impressionnant ce micro-décalage, sauf que la suite du documentaire vient présenter l'idée que le site de Gizeh serait en réalité une horloge astronomique géante construite par une civilisation encore plus ancienne que les Égyptiens et bien sûr hyper avancée technologiquement, qui servirait à prévenir les sociétés futures de grands cataclysmes naturels. Mon informateur m'expliqua que le site de Gizeh fonctionne comme une horloge astronomique dont le cadran est marqué par ses 4 étoiles. Le regard du sphinx forme l'aiguille de cette horloge, qui fait un tour sur elle-même en un peu moins de 26 000 ans et permet donc de repérer avec précision la position de la Terre dans ce grand cycle.
Mon informateur ajouta que lorsque les yeux du sphinx viseront précisément l'étoile Régulus, c'est-à-dire que l'axe du sphinx sera aligné sur l'axe Lion-Verseau, alors débutera un nouveau cycle de précession des équinoxes. Voilà donc selon lui la raison d'être du site de Gizeh, une gigantesque horloge, l'horloge de notre planète, qui fait un tour complet en 26 000 ans. Et si par ces énigmatiques constructions, les bâtisseurs avaient souhaité nous mettre en garde contre un événement cyclique et prévisible, capable d'éradiquer leur propre civilisation, au point que des millénaires plus tard, on ne se souvienne même plus de leur existence. Mais du coup, ça n'est pas parfait alors que c'est censé venir d'une civilisation qui serait encore plus avancée que nous actuellement. Et aussi et surtout, ce n'est pas en direction du nord que les Égyptiens ont construit la pyramide, mais en direction de l'étoile polaire, c'est-à-dire l'étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse, donc il suffit simplement de regarder le ciel pour orienter la pyramide. De plus, d'après la doctorante en archéologie Kate Spence, les Égyptiens se seraient basés sur 2 étoiles qui appartiennent à la Petite et à la Grande Ourse pour aligner leur construction. 6e prouesse, chose dont aucune théorie de construction ne rend compte, la Grande Pyramide possède en réalité 8 faces, car chaque côté est très légèrement creusé comme vous le voyez sur cette image. D'accord, oui, et alors ? Il y a plein d'hypothèses qui visent à comprendre la forme de la pyramide. On peut notamment citer le fait que de ne pas construire une pyramide parfaite permet d'économiser de la pierre, du temps et de la main-d'œuvre. L'argument qui est également avancé cherche à montrer que ce serait pour marquer les équinoxes. Pour exemple, les 8 faces de la Grande Pyramide, quand 4 auraient été autrement moins complexes à réaliser, surtout si ça n'a pas d'utilité, comme on le prétend. Pas d'utilité ? Pas si sûr, comme vous allez vous en rendre compte. Il nous faut retourner pour cela avant la Seconde Guerre mondiale, au Caire. André Pauchamp, professeur de mathématiques au Caire dans les années 30, s'est vu un jour remettre cette extraordinaire photo, prise par hasard par la Royal Air Force un soir de l'équinoxe d'automne. Elle montrait la face sud de la Grande Pyramide exactement divisée en 2 parties, une moitié dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Ceci est uniquement dû au creusement des faces, car lorsque le soleil franchit les angles de la pyramide, durant quelques secondes seulement, la face sud est visuellement divisée en 2. Et il n'y a que 2 moments dans l'année où ce phénomène se produit. Les jours d'équinoxe, jour où le soleil se lève plein est. Cependant, ce phénomène n'est pas présent que pendant les équinoxes, mais pendant 6 mois de l'année. Et si ce renfoncement avait vraiment pour seule utilité que de montrer les équinoxes, pourquoi en faire sur chaque côté de la pyramide? Sans parler du fait que la pyramide était recouverte d'un revêtement qui la rendait totalement lisse. De nos jours, d'autres affirment encore, malgré le creusement de la structure, que le revêtement était parfaitement plat, donnant comme preuve les quelques blocs encore en place sur la face nord de la Grande Pyramide qui ne sont pas creusés. Le problème, c'est que ces blocs ne sont visiblement pas à leur emplacement d'origine, car si on prolonge leur pente, on heurte rapidement les blocs plus hauts, ce qui ne devrait pas être le cas. Sauf que, dommage, les lignes rencontrent les blocs uniquement à cause de l'angle de vue, preuve en est. 7e prouesse, selon la majorité des égyptologues, la Grande Pyramide aurait été construite en 20 ans. Un rapide calcul donne une idée de ce que cela représente en termes de construction. 20 ans, à raison de 12 heures de travail par jour, 365 jours par an, avec au moins 2 millions de blocs de pierre, ça représente un bloc, extrait, taillé, hissé et ajusté toutes les 2 minutes 30 environ. Bien sûr, c'est hyper sensationnel. Le nombre de blocs et le calcul qui est apposé est tout aussi sensationnel, sauf que on estime qu'il y avait entre 20 000 et 80 000 ouvriers qui travaillaient sur le chantier de la Grande Pyramide. Les graffitis découverts au sein de la pyramide révèlent que le chantier était organisé militairement en équipes de 2000 ouvriers. Chacune de ces équipes était scindée en 2 groupes de 1000 hommes, eux-mêmes divisés en 5 files, terme grec désignant une tribu, unité de 200 ouvriers à leur tour séparés en 10 équipes de 20 travailleurs regroupés selon leurs compétences. Monsieur Sam, dont la chaîne et la vidéo qui y fait référence est disponible en description, a fait un calcul parallèle à celui proposé au sein du documentaire. En prenant l'estimation base de 20 000 ouvriers et des 5 millions de tonnes que fait la pyramide, ça représente environ 35 kg portés par un ouvrier par jour. Et vu qu'un bloc fait en moyenne 2,5 tonnes, un ouvrier s'occupe à lui seul de 5 blocs entiers sur un an. Tout de suite, c'est beaucoup moins sensationnel que ça en a l'air. En plus, il est évident que les blocs ne sont pas taillés, déplacés puis agencés un par un toutes les 2 minutes 30 et que les tailleurs attendent sagement qu'on leur dise que le bloc est posé pour qu'ils commencent à en tailler un autre. 8e prouesse, sachant que les bâtisseurs ne connaissaient ni la roue, ni le fer et l'acier, c'est donc avec des burins de cuivre, des maillets de pierre, des cordes de chanvre et beaucoup d'astuces qu'ils auraient réalisé la dernière des 7 merveilles du monde antique et la seule encore visible de nos jours.
Il est tout à fait possible de découper du granit et encore plus du calcaire qui est beaucoup moins dur que le granit avec les outils présentés. Ça, c'est pas une hypothèse, ça a été testé par les archéologues. Aussi, le documentaire revient plein de fois sur les coupes nettes des pierres, sur la symétrie ou encore sur la forme exceptionnelle des vases qui n'auraient apparemment pas pu être réalisés avec les outils à disposition. Quand on commence à se poser des questions sur l'outillage, tôt ou tard, on arrive à l'artisanat égyptien. Celui qui m'a intéressé, c'est le plus ancien que nous ayons retrouvé. Que ces objets soient grands ou petits, leur finition est parfaite, même dans des pierres plus dures que l'acier, qu'on ne possédait pas à l'époque. Savez-vous combien on en a retrouvé ? 40 000 sous la pyramide de Saqqara, donc au tout début de la civilisation égyptienne. Quand j'ai posé la question de savoir comment on les avait faits, on m'a placé ce petit dessin magique sous le nez. Avait-on essayé de reproduire ces objets avec ces techniques ? Non, on n'avait pas jugé utile de le faire. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un qui attaquerait un morceau de granit au burin pour en faire un visage et qui dirait « Ok, ça ressemble à un visage humain ». Ce genre de résultat n'est pas le fruit du hasard. Comme nous pouvons le voir, ce cercle épouse le contour du visage. Mais n'oublions pas que ce cercle est à plat, alors que la courbe, elle, s'avance en relief. C'est donc une géométrie très complexe. Même chose de l'autre côté. Sauf que Denis Stocks, référence de l'égyptologie expérimentale, a réussi à fabriquer, en utilisant les mêmes outils que les Égyptiens, un vase en calcaire en 22h30. Si vous vous dites que c'est beaucoup 22h30, rappelez-vous que ça n'est pas du tout par un artisan habitué à ce genre de technique qu'il a réalisé. Un artisan égyptien serait allé beaucoup plus vite. Cette première partie, qui ne fait que 10 minutes sur les 1h40 du documentaire, essaie plus ou moins de montrer que les pyramides de Gizeh sont des exceptions, des événements uniques dans l'histoire de l'architecture égyptienne. Évidemment, ce n'est pas le cas, et avant de continuer, je vais faire un petit point sur ce qu'est l'architecture égyptienne avant les pyramides de Gizeh. Ce que l'on pourrait considérer comme l'un des premiers sites architecturaux égyptiens, c'est celui de Nabta Playa, situé en Haute-Égypte, pas très loin d'Abou Simbel. Ce site est habité depuis le 11e millénaire avant Jésus-Christ et on y retrouve une série de mégalithes dans des blocs de pierre faits de grès et arrangés en cercle, certains atteignant 2 mètres de hauteur. Ce site archéologique va nous servir de point de départ dans cette étude. Depuis le 11e siècle, différentes cultures se développent, que ce soit la culture Fayoum, celle de Nagada 1, 2 et 3, etc., etc. Les temples et les sépultures se développent progressivement, en même temps que les cultures qui les accompagnent, comme par exemple la nécropole d'Oum el-Kahab, qui date de la 2e dynastie, soit entre 2900 et 2750 avant notre ère. C'est à cette période que se développe ce que j'aimerais considérer comme l'un des prémices de nos futures pyramides, le mastaba. Le mastaba, c'est une construction rectangulaire faite de briques crues ou de pierres taillées, d'abord droit, puis légèrement incliné vers l'intérieur, comme la base d'une pyramide. Ils étaient souvent 4 fois plus longs que larges et beaucoup atteignaient au moins une dizaine de mètres de haut. Une porte donne accès à une chapelle funéraire et sur le mur face à la porte est gravée une fausse porte qui mène symboliquement vers le royaume des morts. Derrière tout ça, on retrouve un puits partant du sommet du mastaba qui s'enfonce dans le sol jusqu'à parfois plus d'une vingtaine de mètres et qui donne accès à la chambre funéraire où repose le défunt dans son sarcophage. Ce modèle du mastaba est par la suite devenu une pyramide à degrés, constituée de mastabas empilés les uns sur les autres en quelque sorte. La première et la plus célèbre de ces pyramides à degrés est la pyramide de Djoser à Saqqara, dont l'architecte était le fameux Imhotep. Par la suite des pyramides, il y en a eu plusieurs. On retrouve notamment celle du roi Snéfrou, une pyramide rhomboïdale située à Dachour, site antique proche d'une quinzaine de kilomètres de Saqqara. Cette pyramide a cette forme bizarre puisque c'est une tentative ratée de pyramide à face lisse comme celle de Gizeh. C'est seulement après ces essais que nous avons eu la fameuse grande pyramide de Khéops entre 2600 et 2500 avant notre ère. Si je vous ai raconté tout ça, c'est pas pour faire un étalage de mes connaissances ou juste pour le plaisir, mais c'est simplement pour vous montrer que les pyramides de Gizeh ne sortent pas de nulle part et que les techniques utilisées pour leur construction, aussi impressionnantes soient-elles, ont été améliorées, perfectionnées et étudiées pendant plusieurs centaines d'années. Pourquoi les Égyptiens peuvent-ils construire des édifices aussi impressionnants? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont particulièrement bien entraînés. Maintenant que cela est fait, retournons au documentaire. Si vous avez remarqué, aucun poids réel n'est donné au sein de ce documentaire. À chaque fois qu'un poids doit être donné, on parle de berline.
En moyenne, un bloc de calcaire fait entre 2,5 et 3 tonnes. Et un bloc de granit, qui je rappelle seront 130 parmi les plus de 2 millions de blocs au sein de la pyramide de Khéops, font entre 25 et 40 tonnes, d'après l'archéologue Mark Lehner dans son ouvrage The Complete Pyramids. Parler en dizaines de voitures rend la formation beaucoup plus sensationnelle. Si je vous dis qu'un bloc de 25 tonnes était tiré sur des traîneaux spécialement conçus pour cet usage par plusieurs centaines d'hommes et que le sol était humidifié devant le traîneau pour lui permettre de glisser facilement, cela serait beaucoup moins impressionnant que de dire que 3 gars en slip ont tiré 70 tonnes dans le désert. Il y a environ 47 siècles, alors que le reste de la planète se promène encore vêtu de peaux de bêtes. Il y a 47 siècles, donc en 2700 avant Jésus-Christ, on retrouve les Sumériens qui ont développé l'écriture depuis plus de 300 ans et qui habitent dans des cités immenses, la civilisation minoenne, Stone Age, le début des civilisations chinoises et indiennes, etc., etc. Autre exemple. On voit rarement ces objets dans les livres, et pour cause. Celui-là, il est au Muséum du Caire. Oui. C'est un vase à fleurs de lotus. Non, je ne me souviens pas, non. Vous vous souvenez pas? Je me souviens pas. Ils dérangent parce qu'on ne se les explique pas vraiment. Très sincèrement, bien que je n'ai rien à proposer, je ne vois pas un vase en regardant cet objet. D'ailleurs, l'endroit où devrait se placer la fleur est percé. Tout comme des centaines d'autres experts, voici l'opinion d'Arlan Andrews, scientifique reconverti dans l'ingénierie de pointe depuis plus de 40 ans. Ils peuvent penser à une sculpture ou un totem religieux, là où un ingénieur ou un scientifique pourrait reconnaître une pièce de machine. Je demande simplement aux archéologues, s'il vous plaît, laissez les ingénieurs, les scientifiques venir pour vous aider à comprendre les fonctions de ces objets. Le coup de la pièce de machine, c'est très fort. Voilà ce que dit le youtubeur Professeur Sims, ingénieur en mécatronique sur la chaîne de Temps Mort. La vidéo est en description, elle fait partie de mes sources pour la mienne. Le but premier d'un engrenage, c'est de transmettre de la puissance. Il doit donc pouvoir encaisser un minimum de contraintes. Si on observe la pièce ainsi que la matière dont elle est faite, il paraît peu probable qu'elle ait pu transmettre un quelconque effort. Elle est faite en schiste, un matériau fragile, 20 fois moins résistant que l'acier. Admettons qu'un de ses pétales soit effectivement une dent. L'effort qu'elle subirait serait réparti sur une surface extrêmement faible à cause de la tout aussi faible épaisseur de la pièce. Si on veut transmettre un effort qui en vaille la peine, il y a fort à parier que la pièce se retrouverait au moins déformée, sinon cassée. Si on ajoute à ça le fait que dans un engrenage, on doit nécessairement être contre une pièce à la géométrie similaire, on remarque rapidement que les seules dispositions possibles sont tout sauf optimales. Je pense qu'il n'est pas raisonnable d'imaginer que cette pièce ait pu servir d'engrenage. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à rajouter, mais je vais le faire quand même. Si on s'intéresse à qui est ce fameux Arlan Andrews, on apprend que c'est un ufologue américain, donc un passionné d'OVNI, fondateur de l'association Sigma, groupe d'auteurs de science-fiction qui sont volontaires pour servir de consultants auprès du gouvernement américain. Ça annonce la couleur, et les intervenants sont quasi tous comme ça. Prenons Christopher Dunn, présenté comme un ingénieur manufacture spécialisé en aviation militaire et civile, donc bien sûr parfaitement qualifié pour parler des pyramides égyptiennes. Il est un ami d'Arlan Andrews et il est surtout l'auteur de The Giza Power Plant, Technologies of Ancient Egypt, dans lequel il affirme que la grande pyramide de Gizeh est une centrale électrique. Peut-être qu'il a envoyé un exemplaire à Maître Gibbs. Mais bien sûr, ce film tente de décrédibiliser un maximum les historiens et les archéologues en les présentant comme des personnes qui sont bloquées dans une seule vision hyper réductrice de ce qu'est l'Égypte antique, en faisant comprendre plusieurs fois qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je vais repartir du début, quand je croyais encore que les thèses de l'égyptologie reposaient sur des faits concrets et surtout prouvés. J'étais loin du compte. Les discours des historiens sont coupés pour pouvoir leur faire dire d'autres choses, c'est notamment le cas ici. Même si on a l'impression que les égyptologues croulent sous la documentation, c'est vrai pour certaines époques, mais pour d'autres, comme l'Ancien Empire, on est quand même un peu dans le questionnement permanent. Ou encore ici. En réalité, évidemment, il n'y a aucun rapport, ni lointain, ni même à des années-lumière près. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas à commenter, effectivement, une dérive telle que celle qui verrait un rapprochement entre l'île de Pâques et les pyramides d'Égypte. Jean-Pierre Adam, architecte et archéologue qui a participé à ce film, raconte sur la chaîne Passé Recomposé, sa vidéo aussi est en description, comment Patrice Pouillard s'est joué de lui et des autres scientifiques. Alors, la rencontre avec Jacques Grimaud, Pouillard, je ne sais pas du tout, je ne sais pas si je l'ai jamais vu. Je venais de faire une conférence au Palais de la Découverte sur les pyramides et il m'a accroché à la sortie en me posant quelques questions très banales sur les pyramides. Il m'a dit, je suis journaliste, j'aimerais faire un film sur le chantier des pyramides, alors donnez-moi vos coordonnées. Alors il m'a peut-être donné son nom, je l'ai absolument pas retenu d'ailleurs. Et puis on s'est retrouvés, il voulait faire d'abord un tournage
je crois, dans une partie de la bibliothèque de l'Institut. Bon, ça n'a pas marché. Ensuite, on s'est retrouvé dans le jardin de l'ancienne école polytechnique, où il a fait son tournage pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes peut-être, en posant des questions d'une banalité parfaitement lisse sur les pyramides. Bon, j'ai répondu de la même manière, étant donné que j'avais trop peu de temps, évidemment, et pas les moyens techniques, de lui expliquer ce qu'était la construction des pyramides. Donc, dans ce cas-là, on dit le minimum de choses, parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas affaire à un scientifique, ni à un film scientifique. Et c'est bien gardé de me dire, évidemment, dans quel esprit il tournait ce film. Là réside l'escroquerie, la malhonnêteté intellectuelle absolument totale. Et il a piégé de la même manière des collègues, la directrice du département du Louvre, Guillemette Andreu, et puis même ce brave Jean Leclan, qui était à la fin de sa vie. Et alors, il est évident qu'en quelques minutes, Jean Leclan n'allait pas lui raconter l'histoire de l'Égypte. Donc évidemment, à une question complètement banale, il répond par quelque chose de complètement banal. Il sait qu'il a quelques secondes pour parler, il va pas se mettre à lui donner une leçon d'architecture égyptienne. Alors évidemment, il exploite ce type de réponse. Sa question est à dessein extrêmement ténu. Il sait très bien qu'il n'aura pas une réponse précise. Donc tout ça fait partie du piège qu'il met en place pour ensuite bâtir son film. Et puis, j'ai plus jamais entendu parler du personnage dont j'ignorais toujours le nom. D'ailleurs, il me l'a dit, mais je pense que je l'ai pas écrit en tout cas. Et quelques années plus tard, il y a eu de l'eau sous le pont de Mirabeau, des collègues me disent « Oh, viens voir, on va passer une soirée rigolote, on a enregistré un film sur le web, ça s'appelle « La révélation des pyramides, et tu es dedans ». Alors, je me suis souvenu, effectivement, je me dis « Tiens, est-ce que ce serait cette petite séquence un peu bébête faite dans les jardins de l'école polytechnique ?» Et effectivement, on a bien rigolé, parce que c'était vraiment monstrueux, c'était une valise d'ânerie, on était stupéfaits. Comment peut-on descendre aussi bas dans l'ignorance et la sottise? Alors, le principe du film, c'est très simple. Le titre, La révélation des pyramides. Alors, on attend la révélation, parce que le ton du commentaire du film est absolument mélodramatique, on a le souffle coupé, et puis on attend la révélation, puis on arrive à la fin du film, et il n'y a pas eu de révélation. Alors, d'une manière allusive, il y a le système idéologique qui est derrière tout ça, la quête d'une race supérieure qui est à l'origine de toute civilisation. Alors évidemment, et alors qu'est-ce qu'il y a dans ce film? Bon, il y a des images d'agences de voyage, bon, pas de révélation particulière, et puis tout ce qui est réalité expliquée, j'entends bien, hein, réalité technique, historique, brusquement est balayé, tout devient mystère. Les choses les plus banales, le travail de la pierre chez les Égyptiens, quelque chose de parfaitement banal, ça devient un mystère insondable, quelque chose d'irréalisable. Et alors, tout son film est bâti de cette manière. On rejette la réalité et on la transforme en mystère. Alors, auprès d'une partie du public qui, effectivement, n'a pas de raison d'avoir des compétences particulières en matière de civilisation égyptienne ou précolombienne, le fait que quelqu'un avec autorité sur un ton dramatique lui annonce qu'on ne sait rien, c'est un mystère, on ne le sait pas, c'est impossible, alors brusquement c'est le point d'interrogation qui l'emporte. Et le mystère l'emporte sur la réalité, donc il vend du mystère. Une forme d'escroquerie parfaitement banale. L'astrologue vend du mystère. Des rayons mystérieux viennent des astres et vont faire que votre petit garçon sera un coureur cycliste ou un joueur de trombone. Voilà. Mais on n'explique pas, on n'explique jamais. Il n'expliquera jamais rien, bien entendu. Et pour cause, on voit pas très bien ce qu'il pourrait expliquer. Même s'il n'existe pas encore de consensus parmi l'ensemble des égyptologues, il est important de comprendre qu'il existe beaucoup de théories qui expliquent très clairement comment ont pu être construites les pyramides. Par exemple, l'une des plus connues et des plus acceptées est celle de l'architecte français Jean-Pierre Houdin. Les 2 premiers tiers de la pyramide auraient été construits grâce à une rampe extérieure, puis elle aurait été démontée, et ces pierres auraient servi à terminer le dernier tiers de la pyramide. Elles auraient été ainsi acheminées directement depuis l'intérieur grâce à des couloirs en colimaçon qui remontent jusqu'en haut de la pyramide. Je ne vais pas parler de la dernière partie du documentaire, puisqu'elle traite de croyances ésotériques qui n'ont rien de scientifique. Je ne cherche pas à vous inciter à croire ou à ne pas croire, surtout que le reste de la vidéo permet facilement de démontrer les soi-disant preuves bidons que chercheraient à prouver ces croyances particulières. J'aimerais ainsi terminer par rappeler qui est Jacques Grimaud, co-auteur du documentaire aux côtés de Patrice Pouillard et qui est aussi le fameux informateur secret de l'épisode. Jacques Grimaud est un conférencier, pseudo-scientifique, occultiste et complotiste français. Il est le fondateur de l'association La Nouvelle Atlantide, LNA. Selon le magazine Marianne, la Miviludes, organisme chargé de la lutte contre les dérives sectaires, aurait reçu une vingtaine de signalements sur les activités de Jacques Grimaud dans le cadre de son association LNA.
Dans le cadre de la préparation de la suite de notre fameux documentaire La révélation des pyramides 2, l'Équateur penché, Jacques Grimaud et Patrice Pouillard lancent un financement participatif qui lui permet de lever 108 000 €. Début juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris ouvre une enquête pour escroquerie aggravée afin de déterminer si les fonds recueillis en vue de financer le film ont été détournés. Il est également condamné en avril 2023 à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour harcèlement par le biais de vidéos, publications et messages injurieux à l'encontre de Faustine Boulay, doctorante en égyptologie qui s'est montrée critique de ses travaux. Et en plus de ça, Jacques Grimaud est connu pour rejeter la science, la médecine, diffuser des propos antisémites et négationnistes, etc. etc. Alors je me pose 2 secondes à la vidéo, c'est le Yanis du montage. J'ai oublié de préciser que Jacques Grimaud dit qu'il a 175 ans, qu'il serait voyant, télépathe, qu'il saurait déchiffrer les étoiles et qu'il aurait aussi obtenu la pierre philosophale. Donc voilà, je pense que c'est quand même pas trop mal à rajouter sur le CV. C'est sur cette note plus que particulière que je termine cette vidéo. Malheureusement, la loi de Brandolini me dit que peu de gens vont changer d'avis après l'avoir vue. Mais au moins, j'espère que les insultes diminueront peut-être, ne serait-ce qu'un petit peu. Comme toujours, les sources sont en description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de me dire ce que vous en avez pensé et dans le respect cette fois. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.